Ah, on a une nouvelle. Shenta Rowley. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. T'es en Polynésie ou t'es en... Je suis en Australie. Ah, t'es en Australie. Ah, d'accord. Comment tu m'as trouvé alors pour... Mais t'es d'origine Euh, polynésienne. T'es Sur de Tahiti. Facebook. Ouais. Hmm. Mais t'es de Tahiti. Oui, oui, oui. Hmm. Oui, et j'ai des affaires de terre aussi, et c'est D'accord, ok. compliqué. Mais j'aime beaucoup tes présentations et Merci. voilà. En tout cas, bienvenue à Merci. cette session-là. Et donc, tu habites en Australie alors? Oui, oui, on peut dire ça, oui. Mais tous les ans, je retourne, je reste là-bas 3 mois peut-être. Ok, d'accord. Mm. On était en vacances alors. Non, même si tu Si es à on la, peut à la dire des retraite, t'es en vacances, vacances. je vais, il y a le travail, il y a les motois, il y a les affaires de terre, enfin c'est du Hmm. boulot, hein, tout ça. De toute façon, les affaires de terre, c'est compliqué. Il n'y a pas une affaire de terre Mm. qui n'est pas compliquée. Oui. C'est pour ça que tu existes, je suppose. Parce que souvent, malheureusement, les parents, et j'espère que pour toi, tu prépares ta succession, il faut Oui. organiser sa succession. Parce que Mm. lorsque les parents sont là, tout le monde s'aime, hein. Et dès que les parents disparaissent, ben voilà, les Mm. tensions arrivent et souvent, je, je suis bien placé pour le savoir, puisque la semaine dernière, ben, comme je suis agent immobilier juriste, j'ai Mm. rentré dans mon parc immobilier un immeuble de 10 appartements, et pourtant ils sont que trois, hein, et ils ont du mal à s'entendre. Donc j'ai dû faire le médiateur. Donc, Mm. que trois, hein, sachant que certaines indivisions en Polynésie, en tout cas chez nous, il peut y avoir plus de 1000 personnes quoi, pour quelques mètres carrés. Ah, ouais. Voilà. Bon. Bon, on attend encore beaucoup Non, de monde non, il n'y pour la aura pas beaucoup de distance. monde parce qu'en fin de compte, j'ai mal calculé que cette semaine, il y a le Hawaii Kinui. Ah, mm. De toute Ah façon, ouais, c'est vrai. de toute manière, là, c'est ma troisième édition, c'est mon troisième mois. Le premier mois, on n'était pas nombreux, on était là, comme ça, je crois, quatre ou six personnes. Le mois dernier, on était presque 10. Et là, aujourd'hui, ben, on est 5. C'est pas grave. Ils regarderont en replay. Oui, oui. J'ai vu sur YouTube tes émissions passées. Donc, bon, là, je vais démarrer. Je vais couper votre son. Il faudrait que vous coupiez votre son. Parce qu'en fait, quand ça va se passer comme ça, quand j'aurai fini donc, de présenter la gestion de la division, vous pourrez poser vos questions. Donc, n'oubliez pas d'écrire vos questions et j'y répondrai. Que ça soit sur la division ou sur autre chose, hein. Ça peut être une question de droit quelconque. Si j'ai la réponse, je répondrai. Parce que je ne sais pas tout. Voilà. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle VTA Chen. Je suis agent immobilier juriste et j'ai été commerçant pendant une vingtaine d'années. Et donc, bon, j'ai dû fermer mon commerce. Ça, c'est les aléas de la vie. Et à 46 ans, je reprends mes études. Parce que l'année précédente, la reprise de mes études, j'étais agent commercial immobilier dans une agence immobilière. Et donc, je me suis dit, mais comment on fait pour être agent immobilier? Et la seule obligation légale que je ne satisfaisais pas, c'était un bac plus 3, soit en droit, soit en économie, soit en commerce. Et j'ai dit, voilà, je vais choisir le droit, hein, pour diverses raisons. Et donc, j'ai fait ma licence de droit. En 2022, je l'obtiens. Et donc, d'où l'ouverture de mon agence immobilière Lexinesia en novembre 2022. Et comme c'est dur de reprendre ses études, je me suis dit, allez, on continue. Et puis, comme le droit ben, m'interpelle et me passionne, j'ai dit, bah, tiens, tant qu'à faire, autant faire les 2 ans de master. D'ailleurs, j'ai fini l'année dernière, donc 2024, mon master de droit des affaires et j'ai presque continué pour faire un doctorat, mais vu que j'ai plusieurs entreprises, c'est le temps pour me consacrer à une thèse ben, que je n'aurai pas le temps, tout simplement, parce que à mon avis, consacrer une thèse, il faut à peu près 3 heures de travail, de recherche par jour.
donc je ne peux pas les avoir. Peut-être un jour, plus tard. Il n'est jamais tard de reprendre ses études. Et donc là, ce soir, on va parler de la gestion de l'indivision. Alors, déjà, l'indivision, c'est une situation juridique. C'est le fait que plusieurs personnes est copropriétaire et qu'en droit français, en principe, on doit être propriétaire individuel. C'est ça le principe du droit français. Et l'exception, l'indivision. Mais en Polynésie, ben, c'est l'inverse qui se produit. Même si on est territoire français, nous, notre principe, c'est l'indivision, parce qu'il y a beaucoup de terres en indivision, que ce soit des terres ou des propriétés bâties. Et l'exception, ben, c'est d'être individuel, d'avoir un droit de propriété individuel. Et donc, pour gérer, et souvent, lorsque on se retrouve dans cette situation d'indivision, et notamment en Polynésie, c'est dû à une succession mal organisée. On peut se retrouver, par exemple, quand les parents laissent une propriété et qu'il y ait plusieurs enfants, et ben on se retrouve dans une situation d'indivision sur une propriété. Après, bah, ça peut être un achat en commun. Des couples qui se séparent bah, se retrouvent en indivision. Puisque lorsqu'on achète à deux, généralement, c'est 50-50. Et donc là, on est aussi dans une situation d'indivision. Et donc voilà, le principe en droit français, suivant l'article 815 du Code civil, c'est nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et chacun peut à tout moment demander le partage. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans une situation d'indivision, ben, vous pouvez, en plus en Polynésie, on a une loi qui permet une sortie d'indivision, on va dire plus facile, même si ce n'est pas simple, c'est la possibilité de demander un partage par souche familiale. Surtout lorsque la famille elle est nombreuse, eh bien, elle est plus facile d'abord de diviser, en tout cas de partager la souche familiale, et puis après d'individualiser. Par exemple, pour des familles où il y a plusieurs centaines de personnes, ben, c'est plus facile par souche familiale. Peut-être qu'au bout d'un moment, on se retrouve à 20 ou à 50 personnes, c'est déjà plus facile que plusieurs centaines de personnes. Donc, voilà. Et en fin de compte, lorsqu'on est dans une situation d'indivision, eh bien, il y a des règles à respecter puisque on est propriétaire de part indivise, mais on est tous propriétaires de l'ensemble du patrimoine. Les personnes qui sont en indivision, ils pensent que parce que les parents ont dit, voilà, toi tu vas là et toi tu vas là, ben, c'est ma part. Eh ben non, en droit, on est tous ensemble copropriétaires. Et donc, il n'y a qu'une sortie d'indivision qui permettra vraiment de partager où est-ce qu'on sera, où on aura notre propriété. Et donc, pour tout ce qui est partage par souche familiale, en fait, quand on a une loi qui a été créée spécialement en Polynésie, ça s'appelle la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie. Si vous allez sur Légifrance, qui est le site officiel pour retrouver tous les textes de loi et réglementaires de la France et de ses territoires, et bien vous pouvez taper sur Google loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie. Et là, vous verrez qu'il y a certains articles qui ont été créés pour la Polynésie, notamment le partage par souche familiale. Et en fin de compte, lorsqu'on gère une indivision, et ben, suivant les actes qu'on va faire, il faudra soit la majorité des co-indivisaires, soit l'unanimité. Par exemple, ce qu'on appelle les actes de disposition, c'est par exemple les ventes. Les ventes, il faut l'accord de tous les indivisaires. Même si vous êtes, par exemple, il y a 99% de l'indivision qui sont d'accord et il n'y en a qu'un seul qui n'est pas d'accord, ben, vous ne pourrez pas vendre. Il faut l'unanimité. Et d'ailleurs, ça, je le sais, puisque cette année, j'ai eu l'occasion de vendre une propriété où il y avait 23 ayants droit.
Et ça a été compliqué parce qu'il a fallu ben, avoir toutes les signatures pour l'offre d'achat, le compromis et l'acte de vente. En plus, c'était dispersé. Il y en avait une à Nouméa, donc c'était compliqué. Donc voilà. Et par exemple, au niveau aussi des baux de location, eh ben, lorsque c'est un bail d'habitation ou professionnel, il suffit d'avoir la majorité des parts. Par contre, si vous donnez à bail un bail commercial, il faut l'unanimité. Tout simplement parce que le bail commercial, on ne peut pas le reprendre quand on veut. Donc, théoriquement, on peut le faire, mais on devra, en tout cas, le bailleur devra indemniser le commerçant en cas de rupture d'un bail commercial. C'est ce qu'on appelle l'indemnité d'éviction. Moi, j'ai parlé le mois dernier ou le premier mois sur ce sujet-là. Et puis, lorsque, pour donc gérer un bien, à part donc ces actes de disposition où il faut l'unanimité, les autres actes, on va dire, d'administration, eh bien, il suffit d'avoir la majorité, voire sur sur certains actes, les deux tiers des co-indivisaires. Et ça, c'est inscrit dans le code civil. Je ne sais plus quel article, mais en tout cas, c'est inscrit dans le code civil qu'il faut les deux tiers. Après, pour certains actes, ce qu'on appelle les actes conservatoires, eh bien, il est possible qu'un seul co-indivisaire prenne la décision. Par exemple, pour une propriété, une maison, réparer une toiture, là, un co-indivisaire, il pourrait le faire parce que ça maintient, on va dire, le bien en bon état. Donc, c'est pour sauvegarder le patrimoine. Et là, dans ce sens-là, une seule personne pourrait faire et puis après demander plus tard aux autres indivisaires de le rembourser. Et s'ils ne veulent pas, ben, de toute manière, il y a toujours la voie judiciaire pour les contraindre. Euh, ou sinon, c'est que l'indivision, donc avec les deux tiers des coins divisaires, c'est de nommer quelqu'un pour gérer le bien. Par exemple, là, la semaine dernière, pour l'immeuble dont j'ai aujourd'hui la gestion, et ben les coins divisaires, donc les associés de la SCI, m'ont nommé pour gérer leur bien. Ça peut être un tiers étranger ou ça peut être un indivisaire de l'indivision, on va dire. En tout cas, si on donne mandat à quelqu'un, il faudrait forcément, non, pas forcément, il est préférable que ça soit écrit pour justement bien définir le rôle on va dire, de ce gestionnaire. Parce qu'on peut limiter ses pouvoirs et encadrer. Et si jamais ben, les co-indivisaires ne s'entendent pas, ben voilà, il faut aller au tribunal. Et là, ça coûte énormément d'argent donc, et de temps surtout. Donc, il faut essayer de s'entendre au maximum. Des fois, c'est pas facile, hein, les histoires de famille. Alors, souvent, lorsqu'il y a plusieurs enfants, il est conseillé de créer, en tout cas les parents, de créer une SCI, une société civile immobilière pour mettre le patrimoine à l'intérieur. Il est plus facile de diviser une part de 100 que une maison divisée en 3 ou en 4. De créer un nombre de parts sociales et de diviser au nombre d'enfants. Ça, c'est la meilleure manière et c'est plus facile de transmettre. En tout cas, de céder ses parts que, on va dire, d'une mutation immobilière d'une indivision. Euh, ou sinon, on arrive soit un partage amiable, soit judiciaire. Euh, amiable, donc, devant un notaire ou judiciaire devant un juge. Donc, voilà. Maintenant, si vous avez des questions, Shenta, tu as des questions par rapport à tes affaires ou
Ça peut être n'importe quelle question, hein, de toute manière. Remets ton son. Voilà. Non, spontanément, non, je pense pas à des questions parce que je n'avais pas prévu. Puis, mais nous, on est tout au début. Alors, je me renseigne petit à petit, mais ça, c'est notre Mais, cas. ok. Nous, Mais de on toute va. manière, si tu as des questions, tu peux m'écrire. Oui, oui. Hein. Là, c'est une Normalement, tu première trouves, connaissance. voilà, normalement, tu trouves mon Et mail sur Facebook ou sur. ben oui, ben, j'ai dû t'écrire pour m'inscrire. C'est Oui, ça? non, mais je veux dire, oui. Ben, il y a un formulaire, mais sinon, j'ai un mail de toute manière. Hmm. C'est vta@lexinesia.imo. Des questions. Ben, ça va venir. Mais de toute manière, c'est facile à me joindre. Tu tapes sur Google VTA Chaîne, agent Hmm. immobilier, et tu trouveras forcément mes coordonnées. Je vois pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, là, il y a Fred qui a posé une question dans le chat. Ok. En fin de compte, il demande quelle est la différence du statut usufruit mère et héritier enfant, dans le cas la mère possède une petite part de chacun des enfants. En fin de compte, quand on est dans une situation usufruit nu propriétaire, on n'est pas dans une situation d'indivision. C'est plutôt un démembrement, ce qu'on appelle démembrer une propriété. C'est-à-dire que la maman, elle n'a pas une part. Non, en fait, je vais dire autrement. Le droit de propriété donne trois prérogatives. L'usus, le droit d'utiliser la chose, c'est-à-dire par exemple si c'est une maison, le droit d'y habiter. Le fructus, c'est le droit de récolter des fruits. Et donc, pour une maison, qu'est-ce qu'on pourrait récolter? Ben, des loyers, par exemple. Et la nue propriété, là, c'est le droit d'aliéner la chose, c'est-à-dire de vendre. Mais quelqu'un qui a l'usufruit, donc l'usus et le fructus, ne peut pas vendre et le nu propriétaire ne peut pas vendre seul car il doit avoir l'accord de l'usufruitier. Et en fin de compte, l'usufruit est une situation juridique qui dure pendant la vie d'une personne. Généralement, de toute manière, le principe, c'est que dès que cette personne va décéder, eh bien, l'usufruit disparaît et est automatiquement transféré au nu propriétaire, au nu propriétaire tout seul ou nu propriétaire avec un S. Et c'est pour ça que souvent, euh, dans l'organisation successorale, les parents, lorsqu'ils donnent un bien, ben, ils gardent l'usufruit, ils donnent juste la nue propriété. Comme ça, ben, le jour où il décède, ben, le nu propriétaire devient alors propriétaire en pleine propriété. Non, l'usufruitier, lorsqu'il décède, Fred, ce n'est pas une indivision. En fin de compte, le nu propriétaire va récolter automatiquement l'usufruit et devenir plein propriétaire. Donc, s'il y a plusieurs enfants, ben, tout le monde va avoir une part en pleine propriété. Par exemple, s'il y a trois enfants, ben, c'est trois quarts en pleine propriété. Un quart chacun, par exemple. Pas un quart, un tiers chacun, s'il y a trois enfants. Est-ce que je réponds à ta question, Fred? Fred, est-ce que je réponds à ta question? Alors, en fin de compte, lorsqu'on est en indivision, on est copropriétaire. On est en pleine propriété euh, d'une part qui est indivis, c'est-à-dire que ben voilà, pour une propriété, il y a par exemple s'il y a trois copropriétaires, ben, c'est trois co-indivisaires.
Et en fin de compte, on ne peut pas déterminer, lorsqu'on est en indivision, on ne peut pas déterminer, par exemple, pour une terre, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est du côté mer ou du côté montagne? On est tous propriétaires de toutes nos parts, de toute la propriété. C'est une part indivise. C'est comme une société. Une société est un capital de 100%, et lorsqu'il y a plusieurs associés, généralement, c'est divisé en nombre d'associés. Il y a d'autres questions? Hmm. BTA, Oui. oui. J'ai une amie à Taha qui veut vendre un terrain, mais en indivis. Euh, Son papa, il est décédé. Euh, Maintenant, comment ça va se faire pour la vente? Parce qu'elle veut vendre une partie des terres. Dans ce cas-là, si la vente elle est faite, le nouveau propriétaire, comment ça va se passer pour un terrain indivis? Alors, je t'arrête tout de suite. Si elle n'a pas l'accord de ses frères et sœurs, ça ne se vendra pas. Point. Ça s'arrête là. D'accord. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Il faut l'unanimité, il faut 100% des parts des indivisaires, ou ça ne se vendra pas. OK. OK. OK, merci. Alors, Fred, comment on crée une SCI? Alors, une SCI, donc, comme le dit le sigle, Société civile immobilière, c'est une société. Une société, pour créer une société, il faut un contrat, ce qu'on appelle le contrat de société, les statuts juridiques. En fait, quand ça commence par là, il faut rédiger ou faire rédiger les statuts juridiques, enregistrer la société au droit d'enregistrement au service de la DAF, conservateur hypothèque, là. Une fois qu'on a enregistré les statuts et la nomination du ou des gérants, parce qu'il peut y avoir plusieurs co-gérants pour gérer cette société, et bien là, vous allez faire une annonce légale sur l'Expol en disant, ben voilà, nous créons une société. Dans cette société, il y a tant d'associés, les noms des associés, etc., le nombre de parts et l'objet de votre société. Euh, Quel est l'objet de votre société? Est-ce que c'est pour gérer une terre? Est-ce que c'est pour gérer un immeuble? Voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre dans l'objet. Et une fois que vous avez fait l'annonce légale, au moment où vous récupérez l'attestation comme quoi vous avez bien publié sur, on va dire, euh, sur un site de journal officiel, hein, ça peut être un journal officiel, mais ça peut être, il me semble, chez Tahiti Info. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus facile de faire sur l'Expol. Ça coûte peut-être relativement moins cher. Et donc, lorsque vous avez donc les statuts enregistrés, la nomination des gérants, l'annonce légale, eh bien, vous allez à la chambre de commerce pour créer votre société. Même si c'est une société, on va dire société civile immobilière, normalement, la chambre de commerce ne s'occupe par principe que pour les sociétés, les commerçants, les artisans, les industries. Mais sauf que lorsqu'on crée une société, on est obligé de passer par la chambre de commerce. Ça, c'est des règles juridiques. Et donc, vous allez à la chambre de commerce, vous payez une publication d'immatriculation, pareil sur l'Expol, vous présentez tous vos papiers et là, vous créez votre société. Et puis après, vous attendez. Ah non, pardon, j'ai loupé un truc. Avant la chambre de commerce, il faut déposer le capital dans une banque. Et la banque va vous adresser une attestation de dépôt de capital. Et avec donc tous ces renseignements, vous allez à la chambre de commerce, vous créez votre société
Et lorsque le greffe de commerce aura produit ce qu'on appelle l'extrait cabis, eh bien là, l'extrait cabis, c'est la, on va dire, on peut dire, c'est l'acte de naissance d'une société. Et là, la société, elle est créée. Voilà. Mais ça ne fait pas, on ne crée pas une SCI uniquement sur une déclaration de taxe sur l'immobilier. Il faut le même processus que pour créer une société commerciale. Alors, ta question, combien ça coûte les frais de création et combien faut-il de capital pour une SCI? La deuxième question, vous pouvez mettre le capital que vous voulez, 50 000, 100 000. Par exemple, pour mes sociétés, j'ai mis 100 000 francs de capital. Voilà, tout simplement. Et vous divisez par un nombre de parts, ça peut être 1000 francs la part ou 100 francs la part, peu importe. Vous choisissez le nombre de parts pour votre société et combien ça coûte. Donc, prenez 100 000, vous divisez par 100, par exemple, 100 parts, ça fait 100 parts de 1000 francs, par exemple, et vous divisez par le nombre d'associés. Et puis, combien ça coûte, c'est compliqué de le dire parce que pour rédiger des statuts, il vaut mieux passer par un juriste. Donc, le juriste qui peut rédiger, en tout cas faire des actes sous sa privée, c'est l'avocat et ou le notaire. Moi, je dirais que peut-être ça coûte moins cher chez le notaire de créer sa société. Parce qu'on paye tout au notaire et de toute manière, c'est lui qui s'occupe d'aller à la chambre de commerce, etc., d'enregistrer et de faire tout ce qu'il faut, quoi. Moi, je déconseille de prendre un statut juridique qu'on trouve sur Internet. Parce que souvent, ce genre de contrat type n'est pas forcément adapté à votre situation. Et il vaut mieux être épaulé par un juriste professionnel. Ça éviterait certains conflits plus tard. Par exemple, dans une société, la cession de parts sociales peut être libre. Par exemple, voilà. Un jour, tu en as marre, tu veux plus être associé, tu peux vendre à qui tu veux. Ça, c'est une cession libre. Par contre, il est possible dans les statuts juridiques, donc dans le contrat, de mettre ce qu'on appelle une clause d'agrément. Et là, on va limiter et encadrer la cession de parts. C'est-à-dire que on peut donner comme exemple, pour céder une part, on va dire, ben, il faut l'unanimité des associés et aussi on peut donner à chaque associé un droit de préférence. C'est-à-dire que l'associé sortant devra d'abord proposer à ses associés la cession de ses parts avant je veux dire, de proposer à l'extérieur, par exemple. Pareil pour lorsque les associés sont mariés. On peut mettre une clause d'agrément disant, ben voilà, il faut l'accord en cas de décès d'un des associés, que les autres associés soient d'accord pour laisser, par exemple, le conjoint survivant entrer dans la société. Voilà, donc il y a énormément de choses qu'il faut quand même, comment dirais-je, encadrer. Alors, je vais, d'ailleurs, je reste sur la SCI. Lorsque vous achetez en SCI, bon, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, mais en tout cas, je sais que ça le fait en Polynésie et ailleurs, en France. On peut acheter un bien et mettre le bien dans la SCI. C'est-à-dire notre résidence principale, on va dire on va créer une SCI, quelles que soient les raisons, et on va mettre la résidence principale dans la SCI. Alors là, dernièrement, ben, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu une jurisprudence qui m'a interpellé par rapport à la SCI. Personne ne pense à mettre, parce que souvent dans les SCI familiales, le ou les gérants, ce sont les associés. Et dans un couple, par exemple, lorsqu'il y a monsieur et madame, on sait très bien, en début de couple, tout le monde s'aime, hein, c'est le grand amour, voilà. Et pour éviter, on va dire, des surprises, il faut limiter les pouvoirs du gérant.
Parce qu'il y a une jurisprudence que j'ai lue là. En fait, quand le monsieur il a réussi, comme il était gérant, il avait tout pouvoir, et ben il a vendu la résidence principale. Et la résidence principale dans une SCI n'appartient plus aux époux, mais à la société. Et donc, il n'a pu vendre la résidence principale et l'épouse n'a pas pu arrêter la vente. On lui a dit de toute manière, la résidence, les juges ont estimé que la résidence n'appartenait plus au couple, mais à la SCI et que le gérant avait tout pouvoir, voilà, et il a pu vendre. Et donc, avec cette jurisprudence, donc je conseille quand même de mettre une clause pour les gérants de limiter ses pouvoirs. C'est-à-dire en cas de vente du bien, c'est d'avoir l'accord, soit la majorité des associés, soit mettre une majorité, on dit ce qu'on appelle qualifiée, par exemple, des 3/4 des associés, ou l'unanimité des associés pour pouvoir vendre, de limiter les pouvoirs du gérant. Et c'est pour ça que je dis il est important, pour créer une société, de passer par un juriste professionnel, et ces juristes-là, c'est soit un avocat, soit un notaire. Alors, effectivement, pour un immeuble, lorsqu'il y a plusieurs co-indivisaires, donc plusieurs copropriétaires, oui, ce que je disais tout à l'heure pendant la présentation de la gestion de l'indivision, si les 2/3 des co-indivisaires s'entendent, ils peuvent désigner un représentant parmi les co-indivisaires, donc les copropriétaires, pour s'occuper du bien, ou de désigner une personne étrangère, on va dire. Et que de toute manière, pour vendre un bien, il faut l'accord de tous. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'unanimité. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir une SCI pour la vente? En fait, on n'est pas obligé d'avoir une SCI. C'est plutôt pour une organisation successorale qui est intéressante. Par exemple, lorsque un bien est dans une SCI, bon, admettons qu'il y a 4 associés, donc 4 frères et sœurs par exemple, et lorsque un des frères et sœurs décède, eh ben, il est plus facile de transmettre des parts sociales que de revenir devant un notaire qui va donc rajouter 2 autres personnes dans l'indivision. C'est plus compliqué, plus complexe. C'est plus long. Alors que lorsque, par exemple, admettons que on revient sur ton immeuble. Admettons que dans l'immeuble, il y a des locaux loués. Et en fait, compte, eh ben, si c'est une SCI, de toute façon, la SCI, c'est une personne, ce qu'on appelle une personne morale et une personne à part entière. Donc, s'il y a une personne un associé qui décède, le gérant, il continue à gérer le bien. Et vous allez continuer à encaisser donc les loyers. Et on va dire que les parts, voilà, les 3/4 des loyers vont être redistribués aux autres associés. Un quart va être gardé dans le compte de l'associé décédé le temps que la succession se fasse. Et lorsque la succession se fera, par exemple, s'il y a 2 autres enfants qui entrent donc, dans la société avec la part du défunt, eh ben, ce quart-là va être redistribué aux 2 autres enfants. Alors que quand vous êtes dans une indivision, ce n'est pas une SCI, quand il y a un décès, ben, ça remet, on va dire, quasiment le compteur à zéro, parce que ben, peut-être que là, il aurait fallu avoir l'accord des 2 autres, des enfants, pour pouvoir administrer certains biens. Donc voilà. Alors, est-ce que les propriétaires peuvent vendre un bien s'il y a des locataires à l'intérieur? Alors,
si ce sont des locataires, on va dire si c'est un bail de location à usage d'habitation, eh bien, les locataires ont un droit de préférence. C'est-à-dire que lorsque les propriétaires veulent vendre, par exemple, un appartement, il faut qu'ils proposent, qu'ils font une offre de vente écrite au locataire. Et le locataire a 2 mois pour répondre à cette offre. S'il ne répond pas au bout des 2 mois, on va dire que l'offre, elle est caduque et que le locataire a refusé et que là, on va dire son bail de location est résilié. Donc, il devra partir à la date d'anniversaire, en tout cas au terme de son contrat. Par contre, s'il accepte, ben, il fera le nécessaire et là, vous signerez un compromis de vente, etc. Avec, puis après un acte de vente. Mais par contre, il se peut aussi que le locataire dit, ben, je ne suis pas intéressé par acheter, mais par contre, je suis intéressé à rester dans le bien et que le prochain propriétaire, ben, il pourra toujours me garder en tant que locataire. Et puis voilà, et puis ça continue comme ça. Oui, il est possible que le locataire reste à l'intérieur. Ça dépend de la destination que veut faire l'acquéreur par rapport au bien. Vendre un immeuble entier s'il y a des locataires à l'intérieur, oui. Parce que vous, de toute manière, vous pourrez toujours proposer à vos locataires le prix de l'immeuble entier. Là, c'est sûr que de toute façon, ils achèteront probablement pas. Et que ben, vous pouvez négocier avec l'acquéreur en disant, ben voilà, il y a des locataires à l'intérieur et puis on vend avec les locataires. Si les locataires ils veulent rester et continuer à y habiter, que ce soit un immeuble entier ou une maison, hein, peu importe. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Fred? Est-ce que tu as d'autres questions? Euh, Alors, les locataires ne peuvent pas refuser la vente, hein. Admettons, si l'acheteur veut changer l'immeuble en commercial, il devra alors quand tu dis l'immeuble en commercial, c'est en faire un magasin ou en faire des locaux commerciaux? Faire des locaux commerciaux. Alors là, c'est compliqué parce que un acquéreur, hein, en tout cas un propriétaire, lorsqu'il veut résilier un bail de location usage d'habitation, il n'a que trois motifs sérieux et légitimes. C'est-à-dire soit ils vont, soit il reprend le bien pour y habiter, soit il fait des gros travaux, on va dire, pour rendre salubre l'immeuble. La quatrième raison, c'est parce que les locataires, ils ne payent pas le loyer. Mais sinon, là, ça me paraît compliqué de reprendre, d'acheter l'immeuble pour en faire des locaux commerciaux. Je pense que les vendeurs devront proposer aux locataires de reprendre, quoi. Mais là, ça me paraît compliqué. Là, je n'ai pas trop la réponse parce que là, c'est un immeuble entier. Et normalement, tu proposes aux locataires de reprendre, généralement, c'est le bien dont ils louent, quoi, et non pas l'immeuble entier.
ça me paraît compliqué de reprendre, de mettre les locataires dehors et d'en faire des locaux commerciaux. Ça, je peux pas répondre à ta question. Je connais pas la réponse. En tout cas, pas aujourd'hui, pas ce soir. Mais sinon, Fred, tu peux m'envoyer un mail où tu m'appelles et puis parce que là, j'ai peu d'éléments et c'est compliqué de répondre exactement, quoi. Tu dois partir, Shanta. Je vois que tu prends tes affaires. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je sais plus Oui, oui, ben, lesquelles. je t'ai envoyé un mot, mais comme je ne suis pas très as, ça D'accord, ok. Je suis pas n'a reçu. pas vu, Non. hein? Oui, je ne sais pas où j'ai envoyé alors. Mais c'est pas grave. De toute manière, Oui, bah voilà. ben Toi, tu oui, m'en. oui, je voulais faire connaissance. Je suis assez à jour avec ce qui enfin, les règles et tout ça, mais ce qui m'intéressait, c'est de confirmer ce que je pense savoir déjà et si je peux, d'apprendre des nouvelles, ben, des nouveaux tuyaux et en effet d'avoir ton contact pour pouvoir t'envoyer des questions peut-être plus précises ou plus Oui. personnelles. Hmm. Ok, alors, ah si, une question. Comment on fait là? Est-ce que je peux inviter quelqu'un qui n'est pas enregistré pendant que... Euh, En fin de compte, ben, tu peux lui donner, si tu as enregistré, tu peux lui donner le numéro de réunion qui ne change pas et le mot de passe qui ne change pas. Ah, ok. Ok. Mais c'est bien que la personne s'enregistre comme ça, ben, elle aura ben, toutes les nouvelles par rapport Ah, ah oui, oui, à ok. ma newsletter, quoi. Et c'est régulier, ces meetings? C'est C'est le dernier mercredi du mois, ok. À la même heure? à la même heure. Ok. Et que de toute Ah, façon, si tu t'es enregistré, tu recevras une newsletter pour oui, prévenir avec ben, la du vidéo. jour, la date. Sauf Ah bien oui, sûr si je oui, suis oui. malade ou en vacances, hein. Oui, oui, oui. Ok, merci tout le monde. Au revoir. Ok, Nana. Alors, Teiva, est-ce que toi, tu as des questions? J'ai vu que tu t'es connecté pendant l'émission. Parce que si vous avez plus d'autres questions, ben, on va s'arrêter là. Puis 50 minutes. Ah, ok, bon. Sinon, tu peux poser tes questions dans le chat, hein, si tu as un problème de micro. Et André, au revoir, bonne soirée. Ben, pose ta question dans le chat, Teiva. C'est pas grave si tu n'as pas ton micro. Alors, lorsqu'on est ayant droit ou indivisaire, on ne peut pas EITO. C'est pas possible. Le EITO est réservé aux personnes étrangères à la propriété. Par contre, en fait, comme tu n'es pas arrivé au début,
Lorsqu'on est indivisaire, on est copropriétaire de l'ensemble de la propriété. Mais on n'est pas copropriétaire d'une partie de la propriété, je veux dire, physique. Hein. Tu ne peux pas te dire, voilà, moi je suis indivisaire du côté montagne et l'autre est indivisaire du côté mer. Vous êtes indivisaire de l'ensemble. Et en fait, quand on parle plus de part indivise. Par contre, il est possible lors d'un partage judiciaire, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle un droit préférentiel de là où, par exemple, si tu as posé une maison, il est possible de dire au juge, ben voilà, moi, ça fait 10 ans que j'habite là, j'ai, on va dire, amélioré, apporté de la valeur à la terre parce que j'ai planté, j'ai nettoyé, j'ai construit et je voudrais avoir, lors du partage, cette partie-là. Ça, par contre, il est possible de le formuler devant un juge. Mais il faut que tu puisses prouver que ça fait 10 ans que tu es là. Mais tu ne peux pas usurper en tant que co-indivisaire, en tant qu'ayant droit. Aucun ayant droit peut usurper une terre. Ah non, je viens de te dire, hein, un ayant droit ne peut pas usurper. Un ayant droit, il n'a pas le droit. L'usurpation, c'est vraiment pour une personne étrangère à l'indivision. Il n'aura pas plus de, il n'aura pas plus de terre que les deux autres. Il aura sa partie à lui. Alors, la famille qui te dit que c'est possible, moi je te dis c'est pas possible. C'est une question de droit. Voilà. Les gens, ils te diront toujours ce qu'ils ont envie que tu entendes, hein, c'est tout. Hein. Bah, tu peux aller voir, tu peux prendre rendez-vous au tribunal à l'accès au droit. Tu prends rendez-vous avec un juriste, un avocat ou un notaire et tu lui poses la question. Mais moi, je te dis, on ne peut pas éducaper en tant qu'ayant droit. De toute façon, c'est simple, tu ne peux pas éducaper parce que tu es déjà copropriétaire. Et tu peux avoir un droit préférentiel en cas de partage. Mais il n'aura pas plus de parts. S'ils sont trois, ben, ça va être divisé en trois. Quoi. Pas divisé en trois, en tout cas, il y aura trois parts à valeur égale. Parce que lorsqu'on partage une terre, c'est suivant la valeur vénale de la terre et non pas en termes de superficie. C'est pas au nombre de mètres carrés. Parce que, par exemple, lorsque vous prenez une terre hein, de la mer à la montagne, le bord de mer a plus de valeur que le fond de montagne. Et donc, il est possible que ceux qui se retrouvent en montagne aient plus de superficie que ceux qui sont du côté mer. Parce que, ben, on va calculer la valeur et non pas la superficie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens de te dire, on ne peut pas usurper, même s'ils ont occupé toute la terre, ils auront une partie de la terre parce qu'ils sont co-indivisaires, mais ils n'auront pas la totalité. La famille ne peut pas usurper un bien. Les autres auront leur part, de toute manière. Donc, il faut peut-être aller devant un juge.
façon, si vous entendez pas pour partager de manière amiable, ben, vous allez devant un juge. Eh ben, les risques pour eux, puisqu'ils ont installé des maisons, s'ils ont installé des maisons sur plus, on va dire, euh, ben, au bout d'un moment, le partage, si des maisons dépassent de leur, on va dire, de leur partie, eh bien, les maisons seront soit cassées, soit reprises par l'indivisaire qui aura cette partie-là, quoi. En général, on casse les maisons. De toute façon, consulter, pas consulter, les indivisaires auront leur part. Non, mais il ne faut pas peut-être juste leur dire, si vous avez des difficultés avec cette famille-là, faut peut-être voilà, faire une sortie d'indivision par voie judiciaire devant le juge, tout simplement. Alors, Fred, il faut que tu dissocies l'indivision d'une situation de démembrement, c'est-à-dire usufruit et nu propriétaire. Une situation d'indivision, c'est simple, c'est lorsqu'on se retrouve tous copropriétaires d'un bien. L'indivision, c'est lorsqu'il y a plus de un propriétaire. Dès que il y a deux copropriétaires, ben, on est dans une situation d'indivision. Alors que lorsqu'on est dans une situation usufruit nu propriétaire, on est dans une situation de démembrement et que de toute manière, l'usufruit est récupéré par le nu propriétaire lorsque l'usufruitier décède, tout simplement. Testament ou pas testament, dès il y a au-delà d'un, il peut y avoir plusieurs nus propriétaires en effet. Par exemple, une maison où, admettons, le parent a trois enfants, il va garder l'usufruit de 100% de la maison et transmettre la maison à trois nus propriétaires, donc à ses trois enfants, par exemple. Il peut aussi y avoir plusieurs usufruitiers. Oui. Usufruitier, nu propriétaire, on est dans un cas de démembrement. Bon, ben, si vous n'avez plus d'autres questions, on va s'arrêter là, les 20 heures. Bon, plus,
Et bonne soirée, Nat. Alors, la différence du processus entre indivision et démembrement, démembrement, c'est toujours une situation euh, émise par la volonté d'une personne. Par exemple, la personne qui va se déposséder va démembrer son bien. Le parent qui a une maison, il va donc donner la nue propriété à ses enfants et garder l'usufruit. Alors, généralement, une question d'indivision, c'est pas forcément une question qu'on a, c'est pas une situation qu'on a voulu. Par exemple, une succession où, lorsqu'il y a un décès, ben, on se retrouve dans une situation d'indivision. Souvent, en Polynésie, c'est une question de succession. On se retrouve dans une indivision. Testament, pas testament, tu peux te retrouver dans une indivision. Parce que les parents, par exemple, la personne qui décède et qui laisse un testament, n'a pas, par exemple, si la personne a 3 enfants, elle n'a pas forcément 3 propriétés à donner, en tout cas de donner une propriété à chacun de ses enfants. Si elle n'a qu'une seule propriété, ben, les enfants vont se retrouver en copropriétaire et donc en indivision. Le testament permet uniquement de mieux répartir peut-être, ou en tout cas d'exprimer sa volonté de diviser son patrimoine. Le démembrement est forcément fait. Non, pas forcément. Est-ce que le démembrement s'établit? Généralement, c'est lorsque, oui, les gens sont vivants. Mais c'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé la question si le démembrement, ça peut être fait dans un testament. Mais je pense qu'il est possible de faire un démembrement dans un testament. Est-ce que c'est possible? Ah, je ne sais pas. Franchement, là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Et je ne vais pas dire de bêtises, mais je chercherai la réponse. Ben, Nat, reste connecté sur ma page Facebook et TikTok. Et lorsque j'aurai la réponse, je ferai certainement une vidéo pour donner la réponse. Ben, le démembrement, c'est lorsqu'on crée la situation d'usufruitier et de nous propriétaires. C'est lorsqu'on donne, par exemple, l'usufruit à quelqu'un et le nu propriétaire à une autre personne. Alors, une situation de démembrement ne se crée pas forcément lorsque c'est suite au décès du propriétaire. Il peut aussi, lors d'une donation de son vivant, donc une donation, c'est à vif, c'est lorsqu'on est vivant, il peut se dire, ben voilà, pour telle propriété, je garde l'usufruit, je laisse la nue propriété à mes enfants. Donc là, tu le fais lorsque tu es vivant. Et l'effet de l'usufruit à sa conjointe ou conjoint survivant lors d'un décès
est posée par le Code civil. C'est-à-dire que lorsque il y a qu'un seul lit issu d'un mariage, lorsqu'il y a un seul lit issu d'un mariage, le conjoint survivant ou la conjointe survivante a ce qu'on appelle droit à des options, et notamment deux options. La première, c'est 100% d'usufruit de tout le patrimoine ou un quart en pleine propriété. Et souvent, puisque c'est un couple avec les mêmes enfants, souvent la mère va garder l'usufruit et laisser la nue propriété aux enfants. Comme ça, lorsqu'elle décède, eh ben, la pleine propriété revient aux enfants automatiquement. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 20h06. Vous pouvez toujours m'envoyer des mails si vous voulez poser des questions. Voilà, et ben je vous dis au mois prochain. Je ne sais pas encore sur quel sujet je vais débattre, mais voilà. Mais je vais essayer de trouver des sujets intéressants quoi, pour tous. Voilà, ben je vais me déconnecter. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Oui, et surtout, Eva, il faudrait que tu puisses arriver à l'heure, ce serait bien, hein. Surtout, ben, il y a des questions que tu m'as posées que je l'ai déjà dit en début d'émission, quoi. Voilà. Bonne soirée, Nana.